DW. L'arbre à palabre. Bonjour, le mercredi 26 juillet dernier, aux premières heures de la matinée, on apprenait une mutinerie d'une partie de la garde présidentielle chargée de la protection du président nigérien élu en 2021, Mohamed Bazoum. La confusion n'a pas duré longtemps puisque dans la nuit, le groupe de mutins a annoncé la destitution du président Bazoum et la mise en place du CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Le lendemain, le meneur de ce qui finalement est un coup d'État est connu, le général Abdourahmane Tiani. Jusqu'à là, patron de la garde présidentielle. Et dimanche dernier, les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis à Abuja en sommet extraordinaire. Et ils ont adopté une série de sanctions contre le Niger et un ultimatum d'une semaine a été donné aux putschistes afin de rendre le pouvoir au président Mohamed Bazoum qui est toujours séquestré dans sa résidence de Niamey. Depuis, les militaires sont restés inflexibles et les condamnations fusent de toutes parts, condamnation donc de ce coup d'État. Alors, question sous l'arbre à palabre, est-ce que ce coup d'État est opportun? Je vais poser la question à mes invités sous l'arbre à palabre. Mes invités, ils devaient être trois, ils devaient être quatre, mais un des invités, Mamadou Alio Bari, n'est plus disponible. Il n'en reste plus que trois. Premier invité, Jérôme Pigné, qui préside dans le réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel. Bonjour Jérôme Pigné. Bonjour Eric, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Jérôme Pigné, vous êtes également chercheur associé à l'Institut Thomas More. Deuxième invité, il est avec moi en studio. C'est le docteur Ahmed Djemé, consultant sur les questions de conflits politico-religieux. Bonjour docteur Djemé. Bonjour Eric. Et merci d'avoir accepté de faire le déplacement de nos studios. Un grand plaisir. Ouais. Enfin, le troisième invité est aussi en Allemagne, mais au téléphone, Abdoulaye Sounaï. Bonjour Abdoulaye Sounaï. Bonjour, merci pour l'invitation. Voilà, vous êtes spécialiste du Sahel. Le débat est animé et présenté par Eric Topona. Merci de votre fidélité à nos programmes. Vous écoutez la DW. Et puisque vous êtes avec nous en studio, Ahmed Djemé, je vais commencer avec vous ou par vous. Est-ce que ce coup d'État a été une surprise pour vous? Quelque part, oui, c'est une surprise, mais quand on voit le contexte général de la sous-région, ça n'est pas une. Hein. C'est une surprise parce que il se pose la question de l'opportunité. Est-ce que c'est opportun ou pas? En ce sens, il y a surprise. C'est pas une surprise dans le sens où il y a quand même ces temps-ci une espèce. Mais est-ce que vous avez eu des indices? Est-ce que vous avez vu venir ce putsch? Non, on n'a pas vu venir. Par contre, c'est après les raisons qui sont évoquées qu'on voit entre les lignes des discours de la déclaration de Tiani, qu'on voit effectivement qu'il y avait des raisons sous-jacentes qui existaient bien avant dans le rapport entre le président Bazoum et ses militaires et ses généraux, le fait de les avoir démis et que cette démission-là, on ne savait pas quelle est la raison fondamentale. Bon, il y en a d'autres qui parlaient de droit à la retraite, mais pour d'autres démissions, par exemple pour le numéro 2 de la junte, on sent que la raison, c'est son séjour effectué à Ouagadougou. Donc en amont... Mais le numéro 2 qui avait déjà été mis sur le carreau, c'était entre mars et avril dernier. En effet. Et c'est justement ce séjour n'a pas dû plaire certainement à Bazoum. Et je pense qu'à ce niveau-là, on peut lire aussi une espèce de divergence entre Bazoum et Tiani. Certainement que Tiani avait cautionné cette visite-là, mais que effectivement Bazoum n'a pas effectivement cautionné une telle visite. Et cette visite, c'est aujourd'hui qu'on se rend compte pourquoi effectivement elle existait, puisque aussitôt 2 jours après leur déclaration et les menaces de la CEDEAO, on les a vus constituer ce front pro-putschiste dans le Sahel qui commence à se constituer pour... Mais selon Africa Intelligence, en réalité, quelques jours avant le putsch, justement, il y avait des relations déjà qui avaient été nouées entre les putschistes et les autorités de la transition du Mali. Oui, en effet, il y a des relations qui étaient
ténué. C'était des relations secrètes, je crois, parce que c'était pas totalement ouvert. Il y avait aussi bien avant même pour le putsch de Ouagadougou des opérations communes qui étaient menées entre l'armée nigérienne et l'armée burkinabé, pas avec l'armée malienne. Bon, l'armée malienne, c'est plutôt sur l'axe Tilaberi-Gao que il y avait un véritable contrôle, il y avait une bonne coopération, mais sinon sous Roch-Marc Christian Kaboré, sous Damiba et récemment même sous IB, c'était un peu timide, hein, parce que il avait exprimé un peu un désaccord pour avoir vu quand même une force étrangère, n'est-ce pas, de son voisin survoler son territoire, mais ça a une efficacité. En tous les cas, il y avait une coopération, mais qui était assez tumultueuse. D'accord, merci pour cette première prise de parole. Je vais également faire réagir les autres invités qui sont au téléphone. Jérôme Pigné, est-ce que ce coup d'État militaire intervenu au Niger, est-ce que cela vous a surpris ? Alors malheureusement non, mais peut-être qu'on s'y attendait pas de manière aussi prompte. C'est-à-dire que pour ceux qui suivent de près cette région du monde et en particulier la situation au Niger, on savait que le régime de Bazoum était fragile structurellement parce que on connaît les conditions dans lesquelles il a été, on va dire, adoubé ou désigné par le régime sortant, c'est-à-dire le régime de Mahamadou Issoufou. Il n'était pas totalement libre de ses faits et gestes. Il suffit de regarder en fait le paysage, je dirais politique, qui l'entourait avec le fils du président Issoufou dans un ministère stratégique, avec le directeur son propre directeur de cabinet qui était l'un des proches du président Issoufou et le malheureusement désormais très célèbre général Tiani qui avait déjà été en poste, qui était en poste depuis l'ère Issoufou. Donc malheureusement, d'une part, on ne peut pas s'en étonner parce que c'était un équilibre très fragile. Là où on peut peut-être s'étonner, c'est cette facilité avec laquelle on arrive une fois de plus à démettre, ou en tout cas à démettre un pouvoir en place, à une tentative de putsch, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire encore, il faut le rappeler, on est à 48 heures de la fin de l'ultimatum de la CEDEAO. Oui, on va justement en reparler tout à l'heure, l'ultimatum de la CEDEAO, mais Jérôme Pigné, est-ce que le président Bazoum n'a pas péché par sa naïveté, puisque tout le monde sait que les relations entre lui et le général Tchiani, qui va devenir son tombeur, n'étaient pas bonnes. Il avait les pieds et les mains liés, mais est-ce qu'il n'a pas péché par sa naïveté en maintenant dans ses fonctions le général Tchiani? Je pense, alors c'est ce qui se dit, les gens qui le connaissent personnellement disent que de toute façon le président Bazoum n'est pas un guerrier dans l'âme, c'est quelqu'un qui malheureusement a été obligé de prendre des décisions pour peut-être durcir un petit peu son régime et notamment vis-à-vis de l'opposition parce qu'on sait que Niamey est une ville historique d'opposition par rapport à ce régime et la continuité de ce régime. Maintenant c'est vrai que dans ce contexte qu'on connaît au Niger et au Sahel de manière plus large, peut-être qu'il aurait dû prendre des mesures plus fortes et s'assurer d'une meilleure sécurité autour de lui, parce que les alliés d'hier sont malheureusement plus les alliés d'aujourd'hui pour lui. Et donc peut-être qu'il a fait preuve d'une certaine forme de naïveté. Encore une fois, c'est pour ceux qui le connaissent, c'est un philosophe de formation, c'est un homme qui préfère régler les conflits par la parole, par le dialogue. Ce n'est pas un homme de guerre. Et malheureusement, peut-être qu'il en paye aujourd'hui les frais. Et tout comme d'ailleurs le général Tchiani, selon nos informations, il a également une formation en philosophie. Abdoulaye Sounaï, est-ce que les raisons avancées par les militaires qui ont renversé il y a un peu plus d'une semaine le président Mohamed Bazoum, est-ce que les raisons avancées sont convaincantes? C'est difficile à dire dans le contexte actuel. Si on regarde objectivement le bilan de la gouvernance de Bazoum, on voit qu'il y a quand même une amélioration de la situation. Du point de vue économique, du point de vue de la lutte contre la corruption, il a emprisonné, par exemple, ou en tout cas envoyé devant les tribunaux quelques pontes du PNDS, de son parti. Bon, c'est peut-être une indication là. Il y avait beaucoup d'affaires aussi, il y avait beaucoup d'affaires impliquant certains hauts gradés de l'armée nigérienne. Exactement. Donc, je crois qu'il était sur un cheminement. Il a commencé
à s'occuper de cette question-là. Jusqu'où aurait-il pu aller? Ça, c'est une question peut-être à laquelle on n'aura peut-être jamais de réponse. Et sur le plan sécuritaire, est-ce que le président Bazoum, ou bien du moins son régime, a essayé de faire ce qu'il fallait pour empêcher que le djihadisme ne puisse avoir un terreau fertile au Niger? Je crois qu'il a fourni des efforts. Quand on voit les ressources qu'il a mobilisées, les actes qu'il a pris, de ce point de vue-là, je pense que, on le voit aussi sur le terrain, il y a eu un léger mieux. Maintenant, peut-être qu'il faut prendre les choses dans leur histoire et qu'il faut lire derrière ces prétextes-là ou ces arguments-là que les militaires, les putschistes ont avancé. Bon, l'insécurité, elle existe encore. Je crois qu'elle n'est pas prête de disparaître. Bon, il prendra, on aura certainement besoin de 2 mois, sinon d'années, pour sécuriser toute cette région du Liptako-Gourma, par exemple. Oui, mais franchement, Abdoulaye Souna, je ne vais pas me faire le porte-parole du régime nigérien ou de Mohamed Bazoum, mais contrairement au Mali, au Burkina Faso, on n'a pas de ville contrôlée par des djihadistes au Niger. Oui, c'est ce qui rend justement ces arguments-là difficiles à soutenir. Je crois qu'il faudra lire peut-être au-delà de ces arguments-là une certaine histoire de la relation entre les civils ou les régimes civils et les militaires. Je crois que de façon générale, moi je dirais que dans le contexte du Niger, gérer l'armée, gouverner l'armée, ça a été toujours un problème. Et ce coup d'État en est une preuve assez palpable. Voilà, le coup d'État de trop, comme le disent certains analystes. Ahmed Diémé, on parlait tout à l'heure de l'ultimatum donné par la CEDEAO aux militaires afin qu'ils puissent rendre le pouvoir. Avant ça, il y a eu une batterie de sanctions très fortes, jamais adoptées contre un pays membre de la CEDEAO après, je crois, 2010, sous la présidence de Laurent Gbagbo. Comment est-ce que vous analysez justement ces sanctions? Est-ce que la CEDEAO a bien agi? Bon, que la CEDEAO ait bien agi, je ne sais pas. C'est peut-être normatif ce que je peux donner comme réponse, mais en termes d'analyse, ce que je pense, d'abord, c'est les sanctions sont très fortes. L'effet aussi est assez désastreux, et ça peut toucher à la fois le régime et les populations. On peut avoir effectivement une espèce de position subjective en disant que c'est les populations qui vont en souffrir, etc. Mais je pense est-ce que la CEDEAO aurait pu agir autrement face à ce qui s'est passé au Niger? Je pense que non. Et même ces sanctions-là, je crois que vu la perspective de l'intervention militaire, qui semble de plus en plus probable, ces sanctions économiques, je pense que vont très rapidement être dépassées, je crois. Ils vont revenir après avoir réussi le plan d'opération militaire. Je crois que c'est ça. Et ça, c'est une pression, je crois, pour d'abord essayer d'affaiblir et essayer de voir, tester un peu la résistance un peu de la junte. Mais la junte résiste. Est-ce qu'une opération militaire pourrait être lancée à l'issue de l'espérance? On ne peut pas évaluer la résistance de la junte tant que l'opération n'a pas commencé. Bon, elle ne résiste pour le moment que par des communiqués, que par du spectacle, en rameutant la masse, et puis en mettant en avant un narratif qui me paraît très inadapté par rapport au problème. Parce que le problème qui est posé, à savoir l'argumentaire, par exemple, de la junte sur le plan sécuritaire, gouvernance, etc. Tout à l'heure, on vient de voir notre ami indiquer qu'effectivement, la sécurité, c'est sincèrement pas le problème. Abdoulaye Sounaï, voilà. Et la sécurité, il y a des points positifs à ce niveau-là. Vous l'avez tout à l'heure évoqué, il n'y a aucun territoire du Niger, ni du côté de sa frontière avec les 3 pays, enfin, les Liptako-Gourma, ni avec le Nigeria, qui est occupé par la zone des 3 frontières. La zone des 3 frontières, et du côté de Difa, Maradi, etc. Aucun groupe terroriste n'occupe le terrain. Donc ça, c'est un argument fallacieux, à mon avis. Et le vrai argument, je crois, ça, c'est peut-être il y a à ce niveau-là une espèce d'arguments plutôt personnels de la part de cette junte-là. Il y a beaucoup de ressentiment, il y a beaucoup de frustration dans le cadre effectivement de la gestion de l'armée. D'accord, même si on le sait, le Niger est un habitué, comme beaucoup d'autres pays de la région, au coup d'État. Jérôme Pigny, est-ce que la CEDEAO n'était pas obligée de prendre ces sanctions sévères et même d'envisager une opération militaire?
Malheureusement, c'est vrai, vous l'avez mentionné brièvement tout à l'heure, on est certainement au coup d'État de trop au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on ne peut pas, les États africains, l'Union africaine et la communauté internationale ne peuvent pas laisser cet avantage aux putschistes. On ne peut pas se lever tous les 4 matins dans une situation aussi fragile structurellement, hein. La question du terrorisme, comme tout le monde le sait, elle est venue se rajouter sur un terreau véritablement fertile et structurellement fragile. Mais on ne peut pas laisser chaque année voir un pays de plus tomber aux mains de putschistes qui s'acoquinent. On est vraiment dans la continuité de ce qu'on a vu ailleurs, dans le narratif, comme l'ont dit les collègues. Donc on se soutient entre juntes, entre putschistes, on va chercher l'aide de Wagner. Tout ça, quelque part, était déjà écrit et c'est terrible qu'on ne puisse pas l'anticiper. La CEDEAO a failli sur le plan politique, sur le plan stratégique et sur le plan militaire depuis 15 ans. Oui, mais justement, parlant de la CEDEAO, beaucoup disent qu'elle agit comme un médecin après la mort. Elle ne prévient pas certaines situations qui concourent à un changement anticonstitutionnel de pouvoir dans la sous-région. C'est sa dernière chance quelque part, et c'est ce qu'on dit. Le Nigeria, qui vient de reprendre la présidence avec un président fraîchement élu en interne, c'est un peu le coup de la dernière chance parce que c'est beaucoup d'échecs à mettre au compte, évidemment des États dans un premier temps, de l'Union africaine, de la coopération internationale, parce qu'on est tout le temps dans la réaction, on n'est pas dans l'anticipation malgré les outils, malgré les discours, j'appellerais plutôt ça des poncifs désormais. Et donc la CEDEAO, elle est obligée de montrer les crocs, de montrer les muscles, si je puis dire. Alors les sanctions, évidemment, elles sont toujours, c'est toujours très difficile de mesurer. Elles sont toujours contre-productives, hein, ces sanctions. Alors elles sont toujours contre-productives, d'autant plus, alors historiquement, et encore plus dans un contexte, je dirais, de populisme exacerbé dans les pays sahéliens. C'est-à-dire que il y aura certainement un retour de la médaille parce qu'on va continuer à dire, regardez, ce sont les suppôts de l'Occident, des Américains, mais surtout des Français, et ils affament les populations. Et à très court terme, ce ne sont pas les putschistes qu'on est en train d'indexer et qu'on est en train de serrer à la gorge. Ce sont les pauvres populations. Alors c'est pour ça, il faut toujours être très prudent avec ces sanctions. Malheureusement, la CEDEAO est dans une position où elle n'a pas trop le choix. Et ces sanctions risquent d'être suivies, malheureusement, dans les heures à venir d'une intervention militaire. Oui, parce qu'elle doit être cohérente avec elle-même. On le voit, Jérôme Pigné, par exemple, en Guinée, Conakry, la CEDEAO n'a pas pu empêcher Alpha Condé, par exemple, de modifier la Constitution. Et on a vu sa chute, hein. Oui, et encore une fois, c'est malheureux parce qu'on n'anticipe pas. On ne peut pas dire que les experts, on ne peut pas dire que les États ne savent pas ce qui se passe. Et même au niveau de certains partenaires internationaux, là, pour le Niger, pour ce qui nous concerne maintenant, on le voit depuis quelques heures où il y a des éléments qui ressortent et on était dans une situation où on pouvait agir contre ce qui allait se passer. Et en Guinée, c'était la même chose. On anticipe en disant oui, ça peut arriver. Et derrière, quand ça arrive, on a les bras ballants. Et finalement, c'est l'Union africaine, c'est le continent qui est décontenancé, mais qui perd de sa crédibilité. C'est pour ça que là, la CEDEAO a un rôle à jouer qui n'est pas du tout confortable. La communauté internationale l'accompagne. Personne ne souhaite une intervention militaire, mais malheureusement, plus le temps avance et plus on voit moins on voit, je dirais plutôt, les putschistes allant vers une forme de négociation. D'accord. Abdoulaye Sounaï, est-ce que la CEDEAO peut peut-être sauver sa face cette fois-ci à travers le cas nigérien? Oui, je crois que le constat qu'on fait tout de suite, c'est que la CEDEAO n'est jamais allée aussi loin dans ses sanctions, dans ses prises de position par rapport au coup d'État. Bon, dans une certaine mesure, elle joue sa crédibilité et en allant tout de suite à l'évocation de l'intervention militaire, je crois que elle est allée vraiment à la case limite. Bon, je ne sais pas s'il y aura une intervention militaire qui me paraît être très, très compliquée dans le contexte actuel. Explique-nous en quoi cela ne peut pas être réaliste, une intervention militaire au Niger. Je pense que d'abord, un défi, ce serait de mobiliser les forces. Quels sont les pays qui vont contribuer? Il y a déjà des pays qui sont candidats, hein, le Nigeria, le Sénégal, par exemple.
Oui, une fois qu'on a dépassé ce cap-là, c'est le terrain. De quels moyens dispose-t-il pour aller sur le terrain, faire la guerre Mais l'armée nigériane est quand même l'une des armées les plus combattantes, non, du continent africain. Disons qu'elle a été formée et je crois qu'elle a une base solide pour résister aux forces de la CEDEAO. Ces 5-10 dernières années, ce que Issoufou a investi, c'est que la communauté internationale aussi a investi dans la formation de l'armée nigérienne. Je crois qu'il faut en tenir compte. Donc ça veut dire, en clair, Abdoulaye Sounaï, l'armée nigérienne peut faire face à une intervention militaire de la CEDEAO. Oui, je pense qu'elle a quelques moyens. Et vous savez très bien que ces putschistes-là, ils n'ont rien à perdre dans le contexte actuel. Donc, je pense qu'il faut être prudent sur ce point-là. D'abord, la faisabilité de l'intervention et ensuite les coûts sociaux, politiques et militaires de cette intervention-là. Okay. Donc, pour moi, la CEDEAO est dans une posture assez difficile. Peut-être qu'elle n'avait pas le choix. Mais en tout cas, sur le terrain, je crois que ça va être un défi majeur. Évidemment, encore une fois, comme je l'ai dit, elle joue sa crédibilité et peut-être elle compte sur d'autres moyens dont elle ne parle pas, d'autres coopérations. Je ne sais pas dans quelle mesure elle pourra avoir, par exemple, l'appui d'autres pays, d'autres forces militaires pour faire cette intervention-là. Mais en tout cas, pour moi, c'est une intervention qui s'annonce assez difficile. Ahmed Diémé, je vous voyais faire de la mimique. Est-ce que la CEDEAO aura les moyens, si jamais elle souhaitait intervenir militairement au Niger? Je pense que pour répondre clairement à cette question, il faudrait déjà savoir quel va être l'objectif politique de la CEDEAO, parce que toute intervention militaire a un objectif politique. Apparemment, quand on entend le discours de la CEDEAO, l'objectif politique, c'est de restituer ou de ramener Bazoum au pouvoir. Bon, ça, c'est un objectif politique. Mais est-ce que c'est ça réaliste, de le ramener au pouvoir? De le ramener au pouvoir, je pense que tout dépendra de comment on doit organiser l'opération et quel est le calcul stratégique. Je pense que sa vie pourrait être en danger. Il est otage des putschistes. Certainement, mais cette question-là, c'est des généraux qui s'en occupent. C'est pourquoi ils se sont réunis à Abuja pour définir. Bon, c'est des intelligences quand même qui se sont réunis à Abuja. On ne peut pas dire que c'est des généraux de pacotille. Ils connaissent certainement le pays, ils savent ce que c'est qu'une tactique militaire, quelle est la stratégie, etc. Et moi, je ne doute pas du tout de l'intelligence qui peut se dégager de cette stratégie dans l'opération militaire, parce qu'ils ne vont pas faire les choses de façon hasardeuse. Et deuxièmement aussi, à part cet objectif politique qui est clair, il s'agit effectivement de définir de façon structurelle comment l'opération va se mener. Bon, on sait très bien que ce ne sera pas seulement le Nigeria, ni le Ghana seulement, ou le Sénégal, ou le Bénin. Sûrement que la France, les États-Unis, les Européens vont appuyer également cette intervention. Sûrement que les États-Unis et la France vont appuyer sur le plan du renseignement. C'est-à-dire que quand ils dominent les airs, on domine carrément s'il s'agit d'une opération. Et puis, je pense que l'opération-là ne vise pas à occuper le Niger, contrairement à ce qu'on pense. Il s'agit certainement de quelque chose de ponctuel, de quelque chose qui va pas Mais il faudra aussi dans la durée. Une base légale pour ne pas que ça donne l'impression d'une occupation, d'une campagne d'occupation. En effet, mais la CEDEAO a déjà une base légale, je crois, dans ces textes. Je pense que la CEDEAO s'est Oui, mais ça, c'est la CEDEAO. Mais si la France intervenait, est-ce que ça ne va pas créer d'autres problèmes? Je pense que si la France intervenait, la France a l'habitude, en tout cas les Occidentaux ont l'habitude d'intervenir sous la bannière des Nations Unies, par exemple. Est-ce qu'ils peuvent convoquer un conseil de sécurité pour avoir l'aval, effectivement, d'intervenir? Mais c'est faisable, puisque la France a toujours été porte-plume. Certainement, mais je pense qu'ils ne vont pas arriver à ce stade-là, puisque pour eux, je pense que pour les Occidentaux, le travail peut être fait par le Nigeria et la CEDEAO. Je crois que c'est là aussi qu'il faut voir les choses. Ils n'ont pas envie de donner l'impression aux Africains aujourd'hui qui ont un narratif tout à fait fallacieux de l'anti-occidentalisme, qui, à mon avis, est une réponse inappropriée même à la question de l'insécurité et du terrorisme. Et deuxièmement aussi, un autre élément qu'on ne prend pas en compte, c'est que la CEDEAO, en termes de troupes, si on y ajoute par exemple le Tchad, qui est probablement invité pour intervenir. Le Tchad est en transition, je ne pense pas. Je pense que le Tchad, si. Le Tchad va être mis en contribution, ne serait-ce que par sa position géostratégique et la position, par exemple, la possibilité... voisin, c'est un pays voisin. C'est un pays voisin ouais. qui peut donner énormément de... Et puis il y a même une présence tchadienne déjà au nom de la CEDEAO, je pense, ou bien des Nations Unies.
au niveau de les 3 frontières. Je ne sais pas s'ils ont quitté ou Oui, ils il y sont a toujours une là. force tchadienne qui est positionnée dans la zone Des 3 frontières, en effet. Ouais, Bon, cette force-là, quelle va être sa nouvelle fonction? Ça, c'est aussi une question. Quelle va être la fonction de la force du redéploiement de Barkhane au niveau des 3 frontières également? Et puis, l'intérêt du Tchad, c'est par rapport à la possibilité de faire des vols rapides à partir de l'aéroport de N'Djamena. Et d'ailleurs, selon nos informations, les troupes françaises basées à Djibouti, à N'Djamena et même Libreville sont en état d'alerte maximale. Jérôme Pigné, on s'achemine vers la fin de notre débat, mais beaucoup pensent qu'il s'agit beaucoup plus dans la région du Sahel d'un affrontement Est-Ouest entre Occidentaux et les Russes. Est-ce qu'à la longue, si le putsch qui a eu lieu au Niger est consommé, est-ce qu'on ne va pas assister à une sorte d'effet de contagion dans la sous-région? Alors, je dirais que l'effet de contagion, il est malheureusement déjà en marche. Encore une fois, parce que dans l'espace des 3 frontières que vous étiez en train d'évoquer, on parlait de sauver le soldat Bazoum. Aujourd'hui, la réalité, c'est que c'était le dernier bastion pour avoir, avec un, entre guillemets, encore une fois, avec toutes les précautions à prendre, un îlot de stabilité. Il y a eu des progrès sur le plan sécuritaire, mais comme l'ont dit les collègues, on n'était pas sur une réussite à 100% parce que la problématique, elle est très complexe. Mais évidemment que là, ça ouvre. C'est une fois de plus, on ouvre la boîte de Pandore parce qu'en fait, on se rend compte que avec probablement peu d'organisation, on arrive à renverser des États, des régimes démocratiquement élus. Ça ne veut pas dire que c'était parfait en matière de gouvernance, en matière de respect des libertés individuelles, en matière d'espace civique, sur le plan sécuritaire, mais c'est un régime démocratiquement élu. Et si le Niger tombe, eh ben c'est la porte ouverte, évidemment, à un risque de contagion aux pays côtiers, et ne seront plus épargnés le Togo, le Bénin, le Ghana dans une certaine mesure, et surtout la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques mois, on se disait c'est pas possible, le Niger ne peut pas tomber. Ouais. Aujourd'hui... Oui, mais Jérôme Pigné, sans vous couper, Jérôme Pigné, est-ce que la France et les pays européens, les Occidentaux, comme on le dit, ne doivent pas aussi tirer les leçons de cette série de coups d'État dans la région? On sait que le sentiment anti-français ou sentiment anti-politique française ne fait que s'étendre. Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même tirer les leçons de cette situation? Moi, je pense que les leçons, et je pense que à Bruxelles pour l'Union européenne, à Paris pour la France, on est déjà dans ce travail d'introspection depuis un moment. Le problème, c'est que vous avez une situation qui, depuis 10 ans, sur le plan sécuritaire et sur le plan politique, ne fait que s'aggraver. La volatilité du contexte, elle est plus grave et prégnante chaque année. Donc la difficulté pour les États et pour les partenaires, c'est de réagir malheureusement au coup par coup, et en même temps de réfléchir à une stratégie à moyen long terme. Et je pense que on a certainement, la communauté internationale réagit trop tard, mais la question en toile de fond, c'est ce jeu d'influence entre la Russie et la France. C'est les modèles de coopération, le paradigme de la coopération au développement, de l'aide au développement entre le Nord et le Sud. Et là, on est dans une étude de cas en temps réel, avec évidemment des spécificités entre le Mali, le Niger et le Burkina, même si on parle des 3 frontières, rien n'est homogène. Et c'est une des complexités, mais il y a un bilan et un travail d'introspection à faire en matière de coopération au développement et pas uniquement sur le plan sécuritaire et militaire. D'accord. Abdoulaye Sounaï, est-ce que si le coup d'État était consommé, est-ce qu'on ne va pas assister à un fait qui est redouté qui était redouté dans beaucoup de pays de la région, l'implantation de la Russie via Wagner au Niger? Je crois que dans une certaine mesure, la Russie est en train de gagner, peut-être sans avoir joué. Rien ne me dit que, par exemple, la Russie est derrière ce coup d'État. Mais ce qui se passe, c'est que la Russie bénéficie d'un... Elle se frotte les mains. Moscou se frotte les mains. Elle se frotte les mains. Et c'est pour ça que je dis, sans avoir joué, peut-être qu'elle est en train de gagner. Parce que, bon, il y a une certaine révolte contre la France. Peut-être pas la France historique, mais la France qu'on a construite, celle qu'on a à l'idée. La France politique, c'est ça? La France politique, mais aussi tous les narratifs, tout ce qu'on a collé à la France,
et qui devient, dans beaucoup de contextes, je dirais, le bouc émissaire. Et peut-être qu'on tape sur la France pour ne pas regarder ses Mais propres c'est un peu problèmes. peut-être trop facile de taper sur la France pour masquer un peu nos propres responsabilités. Exactement, c'est mon point de vue. Je pense que pour moi, c'est la question fondamentale. Quels sont les moyens, quels sont les bilans que ces élites-là, qu'elles soient civiles ou militaires, font de la gouvernance de ces pays-là depuis une soixantaine d'années. Où est-ce qu'on situe les responsabilités? C'est très facile d'imputer la responsabilité de ces situations-là à quelqu'un qui viendrait de l'extérieur, mais en réalité, je pense que pour l'avenir de ces pays-là, il est important que les gens commencent à se poser eux-mêmes comme responsables de ces situations-là et qu'ils soient responsables de la gestion de ces situations-là. Donc, pour moi, la Russie, la France, les États-Unis, c'est peut-être des acteurs extérieurs et les véritables enjeux, c'est de pouvoir regarder à l'intérieur et de construire l'édifice qui permettra justement à cette région-là de pouvoir s'affirmer, se développer, ou en tout cas répondre aux aspirations de ces populations et résoudre ces problèmes comme tout le monde les attend. Donc, pour moi, c'est vraiment là que se trouvent les D'accord. enjeux. Ok. Le débat sur l'arbre à palabres, c'est bientôt fini, mais avant le rapide tour de table, Ahmed Diémé, on l'a rappelé, hein, la présence française n'est plus appréciée, la France n'est plus la bienvenue, les Européens aussi, hein, dans la sous-région. Est-ce que ce n'est pas facile comme argument de s'en prendre à ces acteurs intérieurs, la France, les Européens, les États-Unis, pour masquer peut-être un peu les tares, les lacunes dans la gouvernance de nos pays? Oui, dans cette sous-région, il faut faire la nuance aussi. On a le sentiment que c'est toutes les opinions du Sahel hein, qui sont anti-occidentales ou anti-françaises. C'est pas du tout le cas. Il y a quand même un Sahel silencieux aussi. Ça, il faut le noter. Ce Sahel silencieux, on l'entend pas. Et ce Sahel silencieux-là, il n'est pas dans le populisme là. Et il y a un populisme qui gangrène beaucoup aujourd'hui le jeu politique. Et je pense que l'une des leçons d'ailleurs que globalement la CEDEAO et même pourquoi pas l'Occident doivent tirer, c'est d'abord que ils se sont pris tard dans ce qu'ils appellent la guerre informationnelle. Je crois que la propagande qu'il y a dans les réseaux sociaux, aujourd'hui finalement, la légitimité des jeunes maliennes, burkinabées et nigériennes est basée sur quoi? C'est la rue. C'est la rue et les réseaux sociaux, en fait. C'est ce qu'on appelle le néo-panafricanisme. Hein? Oui, mais ça c'est un néo-panafricanisme, à mon avis, qui est complètement en déphasage avec les enjeux. La réponse qu'on apporte, par exemple, à ce qu'on appelle le néocolonialisme français, etc., c'est une réponse qui est inappropriée. Parce que si on est anti-occidental et qu'on va s'encoquiner avec Poutine, ce n'est pas du panafricanisme, ça. Pour moi, le panafricanisme, c'est effectivement en toute autonomie comment l'Afrique va se construire sur la base de son objectif stratégique, de se construire en tant que force économique, industrielle et militaire pour faire face à toute autre puissance. Mais c'est pas d'aller s'agenouiller en quittant Jean pour aller chez Paul. Ça, c'est pas du panafricanisme, c'est un panafricanisme de ressentiment, c'est un panafricanisme de suivisme et c'est un panafricanisme de faiblesse. C'est pas un panafricanisme positif. Mon avis, c'est ça. La deuxième leçon, je crois, qui est importante, je crois qu'il faut tirer la leçon de quels sont les enjeux de la démocratie? Est-ce qu'aujourd'hui, on va continuer à faire la démocratie électoraliste simplement? Ou alors, on fait de la démocratie liée aux enjeux développementaux. L'enjeu développemental est vraiment essentiel à ce niveau-là. Et troisième leçon qu'il faut tirer, je crois, et là, on ne se rend pas compte, il y a aujourd'hui un narratif, il y a un paradoxe dans le narratif. Des anti-occidentaux, des anti-français. Ce paradoxe, c'est quoi? C'est qu'il y a comme une convergence entre l'anti-occidentalisme des djihadistes et l'anti-occidentalisme des souverainistes et panafricanistes africains. Et c'est ça c'est quand même étonnant. Ouais. Et je crois qu'on ne tire pas assez la leçon à ce niveau-là. Tous les gens qui sont très contents de la situation actuelle où il y a une crise, une espèce de méfiance, ce sont les djihadistes d'abord. C'est les terroristes, en fait, qui sont pourtant la source de l'insécurité. Et pourtant, qui cessent d'être la cible, mais on transfère la cible ailleurs. Et donc, je pense qu'on se trompe beaucoup d'analyse et on se trompe d'ennemis aussi dans cette lutte-là. Donc, c'est pas le problème, c'est que face à l'insécurité,
la réponse, c'est de dire anti-impérialiste. Mais c'est très inapproprié, ça n'a rien à voir. C'est trop facile, ouais. L'impérialisme n'a pas créé le djihadisme. Ça aussi, c'est un postulat faux. Ouais. Là, je m'attaque tout de suite, et je pense que c'est important, Eric. Hein. Il y a on un aura, postulat... on aura d'autres occasions pour reparler du djihadisme. Juste une seconde. Temps, il y a un postulat qui est souvent avancé de dire que le djihadisme vient de la chute de Kadhafi. Le djihadisme est né 15 ans avant que Kadhafi ne chute, qui existait dans le nord du Mali. Donc ça venait d'où? Ça venait de l'Algérie, du Maroc et des pays maghrébins en fait. C'est ça la vérité. 15 ans avant la chute de Kadhafi, les djihadistes étaient déjà là. Par conséquent, c'est pas la chute de Kadhafi qui est à l'origine du djihadisme dans la sous-région. Voilà, avant de nous séparer, un rapide tour de table. Jérôme Pigné, comment sauver l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique au sud du Sahara des griffes ou des crocs des militaires, des hommes en kaki? Bon, si on avait des réponses à ces questions, je crois qu'on serait pas là pour en discuter. Mais plus sérieusement, on peut ébaucher des pistes. Hein. Je pense que plus sérieusement, on doit avoir d'abord une approche. Alors, c'est facile de le dire encore une fois comme ça, mais surtout sur un plateau de radio, mais on doit avoir des approches qui soient endogènes et pas uniquement sur des questions sécuritaire, parce qu'aujourd'hui on est en train de courir après le temps. Il y a cette croissance et cette prolifération de la menace qu'on connaît et qu'on a évoquée sur le plan sécuritaire, mais comme sur le plan du développement, c'est-à-dire sur des questions structurelles, avoir des approches structurantes en matière de gouvernance. Je crois qu'on a trop négligé pendant des décennies un certain nombre de réalités du quotidien en direction des populations, des communautés, en matière de structuration de l'État, de penser l'État en Afrique, et puis c'est pas en Afrique, c'est dans les Afriques, parce que c'est le Sahel, c'est l'Afrique de l'Ouest. Rien n'est homogène, comme on l'a dit. Et je pense qu'il faut beaucoup d'humilité par rapport à tout ça. Mais les réponses, elles doivent aussi venir de l'intérieur. Et il doit y avoir une forme de conscientisation collective. Le mot est difficile, le mot est dur, mais il est justement choisi. Une forme de conscientisation collective de la nécessité de définir une volonté de vivre ensemble, de redéfinir les priorités, de redéfinir une gouvernance à l'échelle locale, à l'échelle nationale et à l'échelle régionale. Donc c'est une responsabilité collective qui incombe d'abord aux Africains. D'accord. Abdoulaye Sounaye, quelle est votre recette miracle, si vous en avez une? Je ne sais pas, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à la situation de l'Afrique de l'Ouest en particulier. Et dans une de mes analyses, je me rends compte qu'en réalité, si on regarde ce qui s'est passé ces 20-30 dernières années, un des freins ou une des causes, ou en tout cas un des facteurs aggravants des crises que connaît cette région-là, c'est ce que j'appellerais le micronationalisme de la région. Peut-être qu'on a un peu trop de pays ou d'États dans cette région-là. Je rêve, par exemple, de la suppression de ces frontières-là, d'autant plus que, beaucoup disent qu'elles sont aussi artificielles, mais c'est peut-être là une voie à suivre pour éviter certains replis identitaires, certains retours ou l'éternel retour des militaires dans certains pays. Abdoulaye Sounaye, est-ce que les classes politiques, les acteurs politiques de ces pays-là n'ont pas également une part de responsabilité? Parce qu'on sait que parmi les raisons invoquées par les militaires qui renversent ces présidents, ils invoquent des questions de déficit de gouvernance. Ils ont peut-être raison, cela ne va pas justifier un putsch, mais est-ce que ces classes politiques, ces classes dirigeantes n'ont pas aussi une part de responsabilité dans ce qui se passe? Oui, on trouvera toujours quelque part le point de critique à ces classes politiques-là. Mais est-ce que cela est suffisant pour interrompre un processus démocratique, pour s'y installer? Je ne crois pas. Je pense que de mon point de vue, il est important d'aller vers une éducation politique et peut-être réfléchir aussi aux contraintes structurelles des différents États tels que nous les avons dans ces pays-là. Je crois que dans une certaine mesure, certains pays, certains États n'ont pas les moyens d'exister en tant qu'État souverain, comme ils le disent en ce moment. Et objectivement, peut-être qu'il faudra cheminer vers une mutualisation de ces ressources-là, de ressources financières, économiques, mais aussi ressources humaines. Je pense que
Moi, je pense qu'il y a quelque chose à regarder de ce côté-là. S'il n'y avait pas un État comme le Niger, peut-être qu'il n'y aurait pas de coup d'État au Niger. Ok, merci Abdoulaye Sounaï. Un mot de conclusion aussi. Ahmed Diémé, on a quasiment tout dit. On aura encore beaucoup à dire. Qu'est-ce que vous avez comme mot de conclusion? Bon, le mot de conclusion, c'est pour enchaîner à ce que Abdoulaye Sounaï vient de dire, à savoir qu'effectivement, dépasser les micro-États, micro-nationalisme, etc. Mais je pense qu'il y a déjà une grande machine en marche dans ce sens-là. C'est la CEDEAO, justement. Donc, il faudrait sauvegarder la CEDEAO. Je pense que ça, c'est quand même important. Il faudrait aussi la réformer, la CEDEAO. Évidemment, il faut la réformer, il faut la sauvegarder, mais en même temps, il faut savoir sur quel modèle la CEDEAO va se baser. Est-ce que la CEDEAO va se baser sur, effectivement, une CEDEAO des démocrates, ou alors c'est une CEDEAO des nationalistes, panafricanistes, anti-occidentaux ou poutinophiles? C'est ça aussi. Il faudrait que la CEDEAO fasse aussi la promotion de la démocratie, mais une démocratie réelle, authentique, une démocratie respectueuse, par exemple, des textes de la Constitution, des peuples, etc., des différences, et puis qui s'occupe de développement. Donc, ça existe déjà. Je crois qu'il suffit de renforcer ça. Et cette CEDEAO a beaucoup de projets aujourd'hui qu'on essaie de jeter, y compris l'Union africaine. L'Union africaine à la ZLECLAF, par exemple, où par exemple Niamey avait joué un rôle important. La CEDEAO a le projet de l'éco aussi. Tout ça, il y a des choses concrètes qui se font. L'éco, la monnaie unique. La monnaie unique, effectivement. Tout ça, c'est des éléments positifs et ça va dans ce sens de ce que Abdoulaye Sounaï a dit. Le dernier point, juste pour conclure, c'est la question, à mon avis, qui est très importante aussi, c'est il faudrait qu'on arrête de toujours voir que le problème vient toujours de l'Occidentaux. En fait, je crois que c'est suranné aujourd'hui. L'enfer, c'est toujours les autres. L'enfer, c'est toujours les autres, mais l'enfer, vraiment, à mon avis, c'est pas vraiment l'Occident. C'est nous-mêmes qui devons réfléchir à notre avenir et comment nous construire pour faire face à d'autres puissances dans le monde. Et cesser de courir après chaque puissance en montrant, en hissant un peu le drapeau de l'un contre l'autre. Et c'est quand même pathétique de voir des Africains aujourd'hui qui parlent de souverainisme et de panafricanisme passer leur temps. Le drapeau russe. Oui, drapeau russe. Ça, c'est tellement contradictoire, c'est très incohérent tout ça. Et moi, je trouve que c'est pas du tout digne du panafricanisme dont on rêve, qui doit être un panafricanisme qui respecte les peuples africains et l'objectif stratégique de toute l'Afrique. C'est important. Ok. Merci Ahmed Diémé. Le débat sur l'arbre à palabre c'est terminé. Nous avions analysé les raisons du coup d'État intervenu au Niger, un coup d'État intervenu le 26 juillet dernier et qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Avec nos invités, on a analysé aussi l'opportunité de ce renversement d'un président démocratiquement élu, même si à l'époque, les opposants nigériens avaient contesté l'élection du président Mohamed Bazoum. L'actualité au Niger est très évolutive. On va continuer bien évidemment de suivre donc cette actualité, le débat sur l'arbre à palabre. J'ai reçu 3 invités. Jérôme Pigné, président et cofondateur du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel et chercheur associé à l'Institut Thomas More. Ahmed Diémé, consultant sur les questions de conflits politico-religieux, qui nous a fait l'honneur de venir ici dans nos studios de Bonn. Il a donc participé à ce débat. Enfin, le 3e invité, Abdoulaye Sounaï, qui est nigérien et qui est spécialiste du Sahel. Chers invités, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation et on va continuer bien évidemment de suivre l'actualité au Niger avec l'expiration dimanche de l'ultimatum donné aux poutistes par la CEDEAO. Et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du magazine Sous l'arbre à palabre.